Alors, bonjour, je suis avec Agnès qui est chef de service à la Salpêtrière et Bonjour. heu, depuis que le confinement a commencé, avec, Clamart Citoyenne, on a pas mal discuté et on s'est rendu compte que ça nous servait à nous de discuter et en ce moment, le thème du moment, c'est quand même la rentrée scolaire qui inquiète beaucoup de gens et on s'est dit que peut-être toi, Agnès, tu avais un avis sur la question, euh, d'une part en tant que scientifique et chercheuse, mais aussi parce que tu as participé à l'organisation de l'hôpital et que ça peut être une expérience intéressante pour nous. Sur la reprise de l'école, je pense que tu me parles du fait que les élèves retournent à l'école. Écoute, ce qui a été important à l'hôpital, c'est on s'est rendu compte qu'il fallait quelques directives au niveau au-dessus de nous, mais qu'après, le plus important, c'était que les équipes s'organisent très localement, très concrètement, et puis en tenant compte un peu de l'expérience des autres. Donc, je dirais que sur l'école, le plus important, une fois qu'il y aura des directives données par l'académie, c'est que les parents soient consultés, les directeurs, bien sûr, c'est les directeurs et les équipes enseignantes qui connaissent le mieux leurs locaux, leur nombre d'élèves, et c'est eux après qui doivent appliquer avec toute l'intelligence, du bon sens, les directives au niveau local. Ça, c'est sûr que c'est… Et puis s'inspirer de ce qui a été fait par d'autres, peut-être si certaines écoles ouvrent plus tard que d'autres. Et puis, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il est possible d'interpeller comment les cabinets médicaux se sont organisés sur Clamart. Ça serait aussi une bonne idée que ça fasse partie des interlocuteurs. D'accord, ça doit se faire en amont en fait. Ben, en amont, et puis on a beaucoup avancé en marchant à l'hôpital. On a mis en place des organisations, mais tous les jours, on se réunissait, on les faisait évoluer. Au début, ça prend beaucoup de temps. Il faut se réunir au moins, je pense que les équipes enseignantes avec les représentants de parents vont être obligées de se réunir tous les jours au début pour faire avancer les organisations. Elles sont évidemment jamais au point dès le départ. D'accord. Et alors, ce qui inquiète le plus les gens qu'on entend, c'est le risque qui est encouru par les enfants, mais aussi par les enfants qui peuvent ramener le virus dans leur famille, les enseignants qui peuvent eux aussi être contaminés ou contaminer les enfants et ramener ça chez eux. En fait, voilà, ça c'est une grosse inquiétude. Toi, tu as des infos là-dessus? Alors, c'est une inquiétude, bien sûr, à juste titre quand même. On commence à avoir des éléments de réponse. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une équipe française qui est en cours de publication et ça fait déjà beaucoup de bruit à l'international. C'est une équipe de l'Institut Pasteur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ben, tout le monde le sait à peu près quand même, c'est que le gros de l'épidémie a quand même commencé dans l'Oise. Et dans l'Oise, cette équipe de l'Institut Pasteur y est retournée fin mars, début avril, à Crépy-en-Valois précisément, parce que c'était un foyer important de l'infection. Et ils ont demandé dans un lycée, donc là ils vont bientôt publier école primaire et collège, mais là on est dans un lycée de Crépy-en-Valois. Ils ont demandé aux lycéens volontaires et aux familles volontaires d'avoir des sérologies. Et ça permet de voir en fait qui a contacté, qui a croisé le virus à un moment. Donc ils ont fait ça fin mars, début avril. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que là, c'est des lycéens et des enseignants et des familles qui ont côtoyé l'infection pendant 8 semaines. C'était de mi-janvier à fin février. Et ensuite sont arrivées les vacances scolaires et le confinement. Donc, en fait, le virus a tourné dans la région pendant 8 semaines. Et donc, quelques semaines plus tard, ce qu'on voit, c'est que, alors, j'ai mes notes sous les yeux, hein, on pourra mettre d'ailleurs les coordonnées de cet article sur le site pour ceux que ça intéresse. C'est en anglais, mais c'est assez facile à lire. Il y a 240 lycéens qui ont été testés et 80 profs et personnels du lycée et 345 parents et frères et sœurs des lycéens. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que 40% des lycéens ont rencontré le virus. Donc, c'est sûr que dans les écoles, les lycées, alors il n'y avait pas du tout de mesures de protection à ce moment-là, mais on n'arrête pas de se croiser dans les couloirs, il y a du monde, donc on le contacte assez facilement quand il n'y a pas de mesures. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les familles, les parents, les frères et sœurs, il y a 10% des membres de la famille qui ont rencontré le virus.
Donc finalement, on se contamine quand même Ça beaucoup paraît pas plus. beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup alors c'est des lycéens. On peut se demander est-ce qu'ils font encore des câlins à leurs parents et à leurs frères et sœurs à cet âge-là. En tout cas, dans des lieux confinés comme une classe où on est tout le temps les uns avec les autres, on se contamine beaucoup plus que dans les familles où on peut, chez des lycéens, peut-être se tenir un peu plus à distance. Donc 10% dans la famille. 17% de tout ce monde-là, en fait, n'ont pas eu de symptômes. Donc, sinon, les autres avaient des symptômes assez classiques et assez banaux. Et il n'y en a que 5% qui ont été hospitalisés. Et ça représente 9 personnes. Et les hospitalisés, c'est des adultes. Parce que maintenant, on commence à bien comprendre que les enfants, les jeunes, les adultes peuvent se contaminer, bien sûr. Mais les formes graves chez les jeunes et chez les enfants sont très, très rares. Il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas dire il n'y aura jamais un enfant qui fera une forme grave. Mais il y a quelques cas publiés pour l'instant dans le monde, donc c'est assez rare. Après, plus on vieillit, à partir de 30 ans, plus on est à risque de faire une forme sévère, même si ça reste rare. Voilà, donc évidemment, plus on vieillit, plus on est à risque. Donc il y a eu 5% d'hospitalisés, pas de décès. Voilà à peu près les chiffres qu'on a sur ce qui s'est passé dans ce lycée. Donc, en pratique, ça veut dire, moi, il me semble assez… Alors, il faut mettre bien sûr en place les mesures barrières si on peut. L'idéal, c'est évidemment que les gens portent un masque. Alors, évidemment, ça semble assez peu faisable que des enfants, des petits portent des masques. Donc, on va les mettre à 1 mètre de distance. Ils vont se parler, ils vont se croiser dans le couloir, ils vont jouer dans la cour. Il ne faut pas imaginer qu'il y aura 0 contamination. Il faut l'avoir en tête et les formes graves sont exceptionnelles. Moi, il me semble que les questions à se poser sont plus autour des adultes. Les adultes doivent et peuvent se protéger probablement beaucoup plus facilement que les enfants. Alors, les jeunes adultes dans les collèges et les lycées, c'est possible qu'ils acceptent de mettre des masques. Et le meilleur moyen de se protéger, c'est quand même que tout le monde mette un masque chez les adultes et de se tenir un peu à distance des enfants. Et puis les adultes, évidemment, doivent réfléchir à ceux qui sont fragiles parmi eux, au-dessus de la cinquantaine en particulier, lesquels, et ça les médecins de ces adultes le savent, les médecins sont maintenant très informés, les généralistes de Clamart sont très au fait de tout ça. C'est pour ça que tu Donc disais les que c'était adultes… important de travailler aussi avec les généralistes, pas seulement avec Alors, le corps enseignant. oui, alors les généralistes, pourquoi? Parce que eux, ils ont organisé actuellement leurs cabinets médicaux, ils savent ce que c'est qu'une organisation matérielle, ils savent ce que c'est que d'accueillir des gens à risque et de les séparer des gens pas à risque. Donc eux, ils ont sûrement quelques billes à donner pour les parents et les équipes enseignantes. Et puis, donc les adultes doivent réfléchir, mais souvent ils le font déjà, lesquels sont les plus fragiles, dans les salles de profs, comment on se croise, dans les cantines, comment on se croise, et mettre des masques, et puis bien sûr le lavage des mains qui est aussi très important. Mais il y a aussi la question qui se pose pour certains parents et qui n'est pas à négliger, c'est quand les enfants rentrent chez eux, est-ce qu'ils cohabitent avec des gens fragiles chez eux? Est-ce qu'il y a des adultes fragiles dans l'environnement? Et ces adultes qui se savent fragiles par rapport au virus doivent en parler avec leur médecin. D'accord. Voilà. Finalement, les chiffres que tu donnes, c'est plutôt rassurant parce que là, pour l'instant, on réouvre les primaires, donc des enfants qui sont pas très contaminés, enfin pas très faciles enfin qui sont contaminés mais asymptomatiques. Et puis, ils ont plutôt des parents jeunes, a priori, pas tous, Oui. mais dans leur majorité, donc des populations qui sont aussi avec un risque moindre. Euh, du coup, c'est plutôt rassurant. Et puis Alors, j'imagine qu'on pourra toujours revenir en arrière si on se rend compte que il faudra qu'il y ait une surveillance très régulière des taux de contamination. J'imagine que ça sera… tu as raison dans cette étude de le souligner, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui ont plus de 65 ans. Il n'y a pas des gens de plus de 65 ans qui sont beaucoup plus à risque de faire des formes sévères. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, c'est un début d'information. Et puis, dans cette étude, oui, c'est assez compliqué parce que c'est des gens qui sont en lien, enfin, qui croisent le virus depuis 8 semaines et qui ne sont pas du tout protégés. Oui, Donc, c'est ça. Eux dans cette étude-là, c'est des gens qui, à ce moment-là, ne pensent pas du non, tout au virus. Donc, ils non, sont quand même dans une proximité qui sera bien supérieure, même s'il y a des couacs,
ça sera quand même une proximité bien supérieure à ce qu'on va retrouver dans les écoles où il y aura moins d'enfants, etc. La contamination telle telle que la reprise des classes va être organisée, la contamination entre enfants et entre jeunes aura lieu, mais beaucoup moins vite et de manière beaucoup moins importante. Voilà. Après, il n'y aura pas de risque zéro sur le territoire, c'est absolument impossible. Donc, il faut vraiment plutôt repérer les gens fragiles et les protéger le plus possible, ceux-là, je dirais ça. Voilà. Mais on va, comme depuis le début, avancer en marchant avec les expériences des uns et des autres. Et on n'a pas encore accès pour l'instant. Là, dans cette étude de l'Institut Pasteur, ils utilisent quand même des tests de sérologie. Donc, on voit que maintenant, ils sont fiables. Et bien sûr, les choses vont beaucoup bouger dès qu'on pourra tester qui a déjà rencontré le virus et n'est plus à risque de le re-rencontrer de manière sévère. Donc, ça aussi, ça fera beaucoup bouger les lignes. Donc, dans les semaines qui viennent, les lignes vont aussi bouger. Alors, si j'ai bien compris, Agnès, tu as dit qu'une fois qu'on a été contaminé et qu'on est guéri, en fait, on peut plus être à nouveau contaminé, c'est ça ou... Alors, si tu veux, ce qui est compliqué, nous à l'hôpital, toutes les semaines, on se réunit entre chefs de service qui soignons les patients atteints et il y a un grand spécialiste de ces infections qui est avec nous autour de la table et chaque semaine, on essaye de lui faire préciser ce genre de questions. Donc, c'est très sensible, hein. Ce que je vais vous dire, c'est aujourd'hui et peut-être que dans une semaine, on dira plus la même chose. À un moment, en fait, on ne sait pas réellement parce que on n'a pas assez de recul. On ne peut pas dire, par exemple, ces élèves du lycée de Crépy-en-Valois, ils ont rencontré le virus, ils ont des anticorps. Il va falloir qu'on attende maintenant quelques mois pour voir si certains d'entre eux, au moment où on se déconfinera, vont refaire l'infection. Comme ça, on ne peut pas complètement dire que c'est pas possible. À un moment, le bruit a couru qu'on pouvait se réinfecter parce que quand on fait le prélèvement classique dans le nez, faut savoir que parfois il est négatif alors qu'on est ce qu'on appelle les faux négatifs. Donc il y a eu quelques cas où les personnes avaient fait l'infection. Au bout de 3 semaines, le prélèvement dans le nez était négatif. Et puis à un moment, souvent les symptômes ils traînent, hein. Il y a certaines personnes chez qui les symptômes traînent pendant 3, 4, 5 semaines. Donc au bout d'une semaine, ils se plaignaient toujours. Donc on les a retestés au niveau du nez. C'est pas nous, hein, mais c'est dans une étude. Et à ce moment-là, le prélèvement revenait positif. Donc on a dit oulala, mais apparemment les gens peuvent se réinfecter. Et en fait, maintenant, ce qu'on pense, c'est que le premier prélèvement où on avait dit ça y est, ils sont plus infectés, était faussement négatif. Et qu'on peut rester positif dans ce prélèvement probablement pendant plusieurs semaines. Donc en fait, on ne sait pas complètement répondre à cette question. On espère que les anticorps soient protecteurs. On n'a pas vu vraiment en pratique des gens guérir et puis d'un seul coup refaire l'infection. Pour l'instant, on n'en a pas vu. Mais on n'a pas assez de recul pour affirmer que ça ne serait pas possible. Voilà. Ok, d'accord. Donc, en fait, ce que je pourrais conclure, en tout cas, moi, c'est que il faut pas avoir peur, parce que la peur n'est pas bonne conseillère, mais il faut rester extrêmement vigilant et il faut que chacun, en responsabilité, vérifie que les choses fonctionnent sans s'énerver. On est dans une phase expérimentale, quoi. C'est un peu l'idée. Alors, pas de panique, mais au jour le jour, réajuster ce qui a été mis en place. Ok. Bon, ben, moi, je trouve ça plutôt rassurant, même si malgré tout, on reste dans une vraie incertitude. Et je trouve que c'est intéressant de discuter. Enfin, moi, je dis toujours que c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qu'on connaît bien, parce que moi, j'ai confiance dans ce que tu me dis, en fait. Oui, mais bon. Même si je sais bien que bah, tu n'es pas omnisciente et que tu es aussi dans l'incertitude, mais malgré tout, tu es quand même plus sur le terrain. Et moi, pour moi, c'est très intéressant de discuter avec quelqu'un que je connais bien. Alors, il y a l'histoire des masques. Les masques chirurgicaux sont évidemment les plus adaptés pour les personnes fragiles. Après, sur le site, on a mis le lien qui permet aussi d'évaluer un peu les masques en tissu, parce qu'il ne faut pas non plus se croire protégé ou croire qu'on protège les autres en mettant n'importe quoi. Donc, on a mis ce lien, il me semble, sur le site, qui est un lien important.
on peut mettre cet article sur le site et puis dès que la même étude sera publiée sur les écoles primaires et les collèges, aussi la diffuser, parce que c'est les études les plus proches de ce qu'on va vivre dans la réalité des écoles. Il y en a très peu d'études comme ça. Voilà. Parce qu'il y a je suis pas sûre d'avoir bien compris, il y a des différences entre les différents masques qui sont proposés ou c'est des choses Oui, comme ça? parce que beaucoup de gens, il y a un énorme élan de solidarité, donc beaucoup de gens cousent des masques, se font des masques perso. Il y a pas mal d'entreprises françaises qui se sont mises à faire des masques et en fait, elles les soumettent à une homologation avec des tests pour voir s'ils sont enfin, plus ou moins fiables. Et donc, sur ce site, il y a tous les tests qui ont été passés pour les différentes entreprises françaises qui veulent vendre leurs masques pour ne pas acheter n'importe quoi sur Internet et essayer d'acheter au moins ceux qui ont passé ces tests. Du coup, les gens qui ont fabriqué leurs propres masques, en regardant sur le site, ils pourront avoir une idée de si leur masque est fiable ou pas et de bonne qualité ou pas. Je ne sais pas, il faudrait regarder s'ils décrivent la manière dont ils l'ont fabriqué pour voir quelle est la technique qu'ils ont utilisée. Est-ce que c'est comparable à ce que ferait quelqu'un chez lui? Je n'ai pas regardé dans le La détail. plupart des gens qui fabriquaient leurs masques le faisaient sur des tutos qui étaient normes AFNOR. En fait, on a beaucoup Ah parlé de oui, d'accord. a priori, ça, A priori, ça devrait être c'est une correct. bonne idée. C'est une bonne idée. D'accord. Mais Bon. les gens fragiles, l'idéal, ça serait qu'ils se procurent plutôt des masques chirurgicaux. On peut espérer que ces masques faits maison en tissu puissent avoir un côté beaucoup plus cool et moins angoissant et qu'ils soient plus facilement portés par des enfants ou des jeunes. Et c'est nettement mieux que de rien mettre. Donc, c'est très important. Parce que la différence, c'est qu'un masque chirurgical, en fait, il est complètement étanche, quoi. C'est un peu l'idée, ou quasiment. En tout cas, quand tous les adultes portent ce masque chirurgical, ce qu'on fait à l'hôpital, mais c'est jamais zéro quand même. On se Bien sûr. tient un peu à distance. Ok. Bon, tu as Voilà. quelque chose à rajouter pour Non, je pense que c'est peut-être pas mal de mettre aussi sur le site un peu d'informations que les gens puissent aussi ouais. lire par eux-mêmes, quoi. Oui, oui, ben on fera ça, puis on donnera les références sur la vidéo. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. D'accord. Bon, ben, À je te la remercie prochaine. beaucoup, Agnès. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À traiter parce que là la rentrée des classes, c'est sur les classes d'âge beaucoup plus basses, donc c'est plus facile, entre guillemets. Et les deux questions, c'est qu'est-ce que ça donne en termes de contamination entre les enfants et les enseignants. Et là, quand tu regardes les chiffres, les enseignants, ils dérouillent à mort, hein, c'est eux qui en prennent le plus. Et quand je reprends ça. Oui, je ne l'ai pas donné le chiffre. Les Je crois que c'est enseignants, ils dérouillent 59. autant que les lycéens, ils sont à 43 et les lycéens à 38. Donc, Voilà, statistiquement, c'est pareil. voilà, Et ceux ils qui prennent ont une l'air bonne de dose. dérouiller un peu Voilà. plus, mais je crois qu'ils ne font pas les stats parce que je ne suis pas sûre que ce soit valable, c'est le personnel non enseignant qui est à 59. Parce qu'il est possible que eux, dans les cantines et tout, tu vois, tu sers tous les mômes du lycée, quoi. Ils sont sous la douche toute la Ils sont journée. hyper exposés, eux. Et le chiffre qui est intéressant, mais sur lequel ils n'ont pas été, je trouve qu'ils n'ont pas été bons dans le papier, c'est justement c'est le pourcentage chez les parents. Quand tu regardes le pourcentage chez les parents, les 10%, en fait, ce qui aurait été intéressant de comparer, c'est ce pourcentage de 10% par rapport à la population générale. Oui. Et là, ils sont vautrés parce qu'ils ont été chercher dans les banques de sang les échantillons pour les tester, 3%. Et rétrospectivement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un bon échantillon pour comparer, parce que c'était une population particulière. Oui, mais comment tu fais pour aller tester une population comparable qui n'a pas d'enfants alors? Des adultes du même âge, appariés et tout, mais qui n'ont pas d'enfants. Il fallait taper au hasard stratifié dans la population, les gens de même caractéristiques. Mais oui, c'est ça, qui n'ont pas d'enfants fréquentant une école, un collège ou un lycée. Je crois qu'ils n'ont pas trop eu la possibilité de le faire à cause du confinement. C'est lourd d'un point de vue logistique, c'est pas ça, mais ça aurait été utile. Mais basiquement, tu peux te dire, bon, 3%, c'est vraiment un minimum, c'est que c'est au-dessus.
Mais le C'est plus que 3%, 3%, le vrai chiffre, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est une sous-estimation, 3%. et puis leur groupe contrôle de 3%, c'est des donneurs de sang, donc c'est aussi des gens particuliers, quoi. C'est Ben voilà, complètement c'est ça. biaisé. Donc ils disent ces gens-là, ils sont spéciaux. Normalement, Ouais, mais la vraie ils ont pas de proportion est groupe d'être plus contrôle. élevée. Et donc la vraie proportion est au-dessus de 3, celle qui trouve chez les parents, elle est à 10. Donc tu peux dire globalement, comme ça, à la louche, tu peux dire la contamination entre les lycéens et les parents, elle ne peut pas être très forte. Quoi. Eh ben, mais il y a un autre aspect qu'on ne connaît pas, c'est les conditions de vie à Crépy-en-Valois. Parce que s'ils sont tous dans des pavillons à 5 pièces, alors que visiblement en Seine-Saint-Denis, quand tu vis à 5 dans un 2 pièces, ben la contamination intrafamiliale, elle doit être beaucoup plus élevée. Il y a ça aussi, on ne connaît pas les conditions de vie de ces familles. Oui, ça fausse. Mais la morale du machin, c'est que quand tu as affaire à globalement, parce qu'en résultat, les enfants, même là où c'est des enfants relativement âgés, le taux de perte, entre guillemets, il est à zéro, comme d'hab, quasiment. Quand tu vas en avoir des plus jeunes, ça va être encore plus faible. Les plus en danger, c'est les profs âgés. Enfin, la cible, les mecs qui doivent prendre le max de précautions, c'est les profs âgés. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est le môme. Il y a un des parents qui serait en traitement de cancer ou qui serait greffé ou qui serait. Voilà. Lui, mais bon, ça c'est hyper délicat. Mais globalement, j'ai trouvé assez rassurante. Et puis, en lisant le machin, je trouve que c'est pas mal. Hein. Et encore plus en disant si c'est des lycéens, s'ils avaient été plus jeunes, ce serait encore mieux. Non, mais il y a un truc là, tu ne l'as pas dit, parce que dans les 17%, là, on a l'impression qu'il y a que 17% d'asymptomatiques, mais dans le papier, il précise bien que c'est 17%, mais sachant que se superposer là-dessus des choses qui déclenchaient des symptômes qui n'étaient pas le Covid, et que donc les vrais asymptomatiques Covid, on ne les connaît pas. C'est probablement moins. Oui, parce que là, ils ont pris 17%, zéro symptôme. Donc, ceux qui n'ont fait ni le Covid, ni la grippe ou autre chose. Ouais. Là, il y avait des rhumes, des conneries. Donc, en fait, les vrais asymptomatiques Covid pur et dur, ça doit être probablement largement au-dessus. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Hein.